Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire unique qui a complètement bouleversé ma vie. Ça a eu de grosses répercussions sur ma santé mentale et physique. C'est une histoire qui a défié tous les pronostics des médecins qui m'ont traité. Un cas sur 5 millions. Du moins, c'est ce que je me souviens de ce que les médecins m'avaient dit à l'époque. Vous ne voulez rien manquer de cette histoire touchante. Je suis Guylaina, québécoisienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il est important de vous mentionner que je vais vous raconter mon histoire avec mes propres souvenirs, mes propres mots, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les personnes qui m'ont accompagnée dans cette épreuve. En fait, ça fait un petit bout que je voulais faire cette vidéo-là, mais j'appréhendais vraiment ce moment parce que je sais que ça va remonter à la surface. C'est un sujet très, très sensible pour moi. La douleur est aussi vive aujourd'hui, après 33 ans. Je ne suis pas une personne connue et pourtant, mon histoire fait partie de l'histoire. Je vous suggère, si vous n'avez pas assez de temps pour tout écouter, de cliquer sur « Enregistrer » ici en bas et ensuite à regarder plus tard. Quand je me mets à penser à ce qui m'est arrivé, mes émotions remontent. Puis honnêtement, ça fait aussi mal que quand c'est arrivé, en fait. C'est une journée où je me suis fait frapper par la foudre, en plein cœur. Un sentiment comme une grosse tempête au milieu de l'océan. Mon cœur qui chavire avec le navire, englouti par l'incompréhension. Un désespoir, un désarroi, anéanti et brisé à jamais. Je me suis effondrée sur mon lit d'hôpital, où j'étais à moitié consciente. J'avais, je pense, de lourdes doses de médicaments, j'imagine parce que ils voulaient sûrement m'épargner cette grosse souffrance émotionnelle trop vive, le temps que je prenne du mieux, en fait, physiquement. Mon élan sur le chemin du bonheur a été soudainement et abruptement arrêté. Tout s'est embrouillé dans ma tête. C'est comme si ma tête explosait. La stupeur, l'inimaginable. J'étais complètement détruite. Mon monde venait de s'écrouler. Quand j'étais jeune adulte, je voulais avoir des enfants. Pour moi, le désir d'avoir des enfants, ça venait naturellement. Je suis issue d'une famille de 3 enfants. Je suis la cadette, c'est-à-dire l'enfant du milieu, communément appelé l'enfant sandwich. Mes 2 parents, ils viennent d'une grande famille. Ma mère est la 17e et mon père le 15e. Donc, ça vous donne une idée des cousins et cousines que j'ai. Au total, j'ai 92 cousins et cousines avec un lien direct. Il faut dire que mon sentiment de vouloir des enfants était très intense. En fait, j'ai eu mes années folles, les années disco, pendant une couple d'années.
dans les années 80. J'avais 21 ans et lui avait 20 ans. Donc, d'ailleurs, c'est dans une discothèque que l'on s'est rencontrés pour la première fois. Je lui avais partagé en fait mon envie criant d'avoir des enfants. Il n'avait pas d'objection à ce que je tombe enceinte, même s'il était encore aux études. Mais je suis certaine qu'il y avait des réticences au départ. On était tellement jeunes aussi. J'avais tout de même confiance qu'il se trouverait un travail rapidement. Alors, aussitôt décidé, on avait parlé, et puis aussitôt fait. Bref, je suis tout de suite tombée enceinte. J'avais à ce moment-là 24 ans et lui en avait 23. J'étais la fille la plus heureuse. Ma joie était tellement immense. J'étais remplie d'un pur bonheur. Quand je l'ai annoncé à mes beaux-parents en compagnie de mon conjoint, disons que nous avions deux bonnes nouvelles à leur annoncer. La première étant que mon conjoint venait tout juste de se trouver un travail et la deuxième que nous attendions un enfant. Je me souviens, ma belle-mère était en train de placer de la vaisselle tranquillement dans son lave-vaisselle, puis elle a eu aucune réaction. Donc, c'était sûrement comprenable parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle-là. Et puis, bon, c'est sûr que moi, j'étais super excitée. J'aurais voulu qu'il le soit aussi. Mais bon, c'était comprenable. À ce moment-là, nous restions, mon conjoint et moi, à La Salle, qui fait maintenant partie de Montréal, au Québec. Dans un petit appartement, dans un duplex, tout près du bord de l'eau. J'avais un bon travail. J'étais dans l'administration d'une firme de relations publiques qui était très bien connue et qui a grossi d'ailleurs au fil des ans. Ma grossesse s'est bien passée. Bien sûr, au début, là, j'avais beaucoup de nausées, j'étais super fatiguée. Je me souviens que je me couchais hyper tôt. Je commençais à écouter une émission puis je m'endormais dessus. Donc, ça a beaucoup grugé mon énergie. En fait, mon enfant me grugeait mon énergie. J'ai passé tous les examens, j'ai eu des échographies. J'ai eu 2 échographies. À cette époque-là, c'était commun. Ils faisaient 2 échographies. Ensuite, je pense que dans les années futures, ils faisaient simplement une écho. Aujourd'hui, en 2021, j'ai aucune idée comment ça se passe. C'est 1 ou 2, je ne sais pas. J'ai eu une échographie au début de ma grossesse et une deuxième, je pense que c'est vers le 6e mois. Je ne suis pas trop sûre, donc à peu près. Les résultats étaient normaux, tout allait à merveille. Nous avions demandé si c'était un petit garçon ou une petite fille et wow, ils l'ont vu à l'échographie. Nous attendions un petit garçon, donc un fils. J'étais complètement aux anges. Mon conjoint aussi était aux anges. D'ailleurs, possiblement que dans sa tête, il devait penser « Ah, je vais avoir un compagnon de pêche ». Que demander de mieux, c'était un rêve. J'étais en extase, une euphorie. Mon futur allait être si merveilleux avec ce petit bout de chou. C'était vraiment totalement excitant. J'avais tellement hâte de voir Sabinette, de l'aimer du plus profond de mon être, bien que mon amour avait déjà commencé depuis le moment où j'ai su que j'étais enceinte. Donc, vers la fin de ma grossesse, le médecin a constaté que mon bébé ne voulait pas se retourner. Il était en siège. Il m'a donc demandé si je voulais avoir une version par manœuvre externe. Et j'ai dit bien sûr que oui,
c'est pour donner toutes les chances d'avoir un accouchement naturel, en fait. Vous savez, à cette époque-là, on n'avait pas d'Internet, je ne pouvais pas prendre d'informations du tout. Tu sais, je veux dire, même dans ma famille, je connais personne qui a une version, donc j'avais aucune idée de comment ça se passerait. Alors, je faisais confiance aux médecins, je m'en remettais complètement et totalement dans les mains des médecins. C'est ma mère qui m'a accompagnée pour la version, donc j'étais allée à l'hôpital quand même assez tôt, je pense, parce que je me souviens, j'avais passé toute la journée là-bas, branchée. Donc on entendait le cœur du bébé qui était monitoré parce que on m'avait donné comme un sédatif, et puis le fait d'avoir un sédatif, c'est vraiment ce qu'on m'avait expliqué, d'avoir l'utérus un peu plus maniable. Donc c'est pour ça. Et puis ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que le médecin arrive. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'urgence cette journée-là. Puis bon, c'est sûr, il y avait sûrement des mamans qui étaient en train d'accoucher. J'imagine que c'est ça. En tout cas, le médecin, en fait, finalement, est arrivé à mon chevet et a donc procédé à la version, ce qui consiste avec ses mains sur mon ventre, à pousser tranquillement le bébé et à le tourner. Je me souviens pas combien de temps ça a pris, mais je pense que c'était quand même assez rapide. Et puis non, ça m'a pas fait mal du tout, peut-être parce que ça faisait tellement d'heures que j'étais branchée, donc je sais pas, c'est peut-être ça, mais j'ai pas eu mal. Et puis là, le médecin, tout était correct, mon bébé avait la tête en bas, et puis là, il est parti. Mais il a fallu que je reste quand même, dans le lit, branchée, pour environ 1 heure, juste le fait de voir s'il n'y avait pas de problème, parce qu'il faut vraiment faire attention. Quand le médecin fait la version, il y a le cordon, donc puis là, on entendait le cœur du bébé. Donc, il fallait attendre. Mais au bout de 20 minutes, le bébé, il s'est retourné. Il a pris sa place, comme avant. Donc, j'imagine qu'il n'était pas bien, la tête en bas. Donc, il a repris sa place en siège. Alors, ça c'était peut-être à l'entour de 37 semaines. Évidemment, là, il a repris sa place. Donc, le médecin, pour avoir 0 risque, il m'a suggéré qu'on fasse une césarienne. Puis, oui, ça me dérangeait pas, dans le fond, d'avoir une césarienne pourvu que mon enfant était correct. Donc, à 39 semaines et demie, je pense, à peu près, dans ces eaux-là, on avait cédulé une date pour que j'aie ma césarienne à l'hôpital de Ville-la-Salle. Et on est tombé sur la date du 18 avril. C'était en 1988. C'est assez troublant de retourner dans cette année-là, à cette date-là, en fait. Je veux dire, j'avais hâte, là, j'avais vraiment hâte d'accoucher parce que, on le sait, là, à la fin de la grossesse, tout est difficile. C'est difficile de se tourner dans le lit, de dormir, on n'a pas de position, j'étais hyper fatiguée. J'avais hâte de voir la binette de mon bébé, j'avais hâte d'accoucher. Donc, le 18 avril, on s'est rendu à l'hôpital et puis ils m'ont mis une sonde, ils m'ont préparé. J'étais dans la salle d'opération, mon conjoint était assis parce qu'on avait le droit d'avoir une personne assise
à côté de la maman. Donc, c'est sûr, là, on voit rien parce que t'as le rideau. On voit rien. Mais au moins, tu sais, il était là. Puis c'est sûr, là, avec tous les médicaments, j'étais un peu dans les nuages. J'étais consciente, c'est sûr, là, mais j'étais un peu dans les nuages. Ils ont préparé tout ce qu'il y avait à faire. Ils m'ont ouvert, si on veut. Ils ont sorti mon bébé. Alors, ils m'ont dit, c'est un beau garçon. J'étais, enfin, je vais pouvoir y voir la binette. J'étais tellement excitée. Tu sais, tu le portes pendant 9 mois de temps. Tu as tellement hâte. Tout était préparé chez nous. La chambre était faite, on avait peinturé. Ma mère avait fait une belle couverture pour la bassinette. J'avais lavé mes pyjamas. J'avais tout préparé, les bouteilles sur le comptoir, prêt à mon retour avec mon enfant. Alors, tout était prêt. J'avais eu mon shower 2 semaines avant l'accouchement. J'avais eu beaucoup de cadeaux. C'était tellement excitant, tout ça. J'étais tellement comblée. Mais mon bébé, il a pas pleuré. Donc là, ils l'ont mis à côté de nous, puis on commençait à l'examiner. Et puis je me souviens que le médecin, il frottait son ventre, puis il disait, il est juste paresseux. Allez, mon petit homme. Parce que ça, je m'en souviens, il disait ça. Allez, mon petit homme. T'es capable, vas-y, t'es capable de respirer. Allez, mon petit homme. Et puis là, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je comprenais pas trop. Puis là, j'ai vu toutes les infirmières, peut-être qu'il y avait d'autres médecins, j'ai aucune idée, mais ils étaient tous alentour de mon bébé, puis ils travaillaient dessus. Je savais pas qu'est-ce qui se passait du tout. Puis je comprenais pas. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Dans ma tête, là, ça se pouvait pas, là. Non. Et puis là, le médecin, je me souviens qu'il l'a pris dans ses mains. Il me l'a approché de moi, puis il a dit, donne-lui un beau baiser sur la tête. Puis, ils l'ont amené. J'étais en pleurs, un peu traumatisée, un peu confuse, complètement confuse, je dirais. Ouais. Et puis, je sais pas, j'étais dans les vapes, disons. Ils m'ont ramenée dans la chambre, et puis là, mon mari, il venait me donner des nouvelles parce que il était en contact avec le médecin. Puis à un moment donné, il est venu me dire, ils vont le transférer d'hôpital. Il l'amènent à l'hôpital de Montréal pour enfants, à Montréal. Je comprenais toujours pas, mais tu sais, c'est sûr, je savais qu'il y avait quelque chose de gros là, pour qu'il le transfère d'hôpital. Mais j'avais aucune information.
J'avais zéro information. Puis là, mais ma mère, elle m'appelle parce que ma mère était partie au Bardane avec son conjoint du temps. Parce que, je sais pas, c'est un voyage qui était prévu d'avance. Je me souviens, ma parenté était venue me voir, mes sœurs, mon père. Je me souviens qu'il était dans la chambre. Et puis là, mais ma mère, elle me pose des questions comme comment ça a été, comment il pèse, es-tu beau, y a-tu des cheveux, je sais pas, elle me posait des questions. Puis ma tante Gertrude, qui était à côté de moi, elle essuyait mes larmes. Je me souviens qu'elle essuyait mes larmes, elle essuyait mes larmes. Puis là, elle me disait, dis-lui rien, dis-lui rien. Elle venait de partir, elle était tellement loin. Je pense qu'elle voulait éviter la douleur à ma mère, en fait. Je savais pas quoi répondre. J'ai juste dit, ben ils l'ont transféré d'hôpital. Honnêtement, je m'en souviens pas vraiment. Et puis à un moment donné, mon conjoint est rentré dans la chambre. Il m'avait dit, ils vont l'opérer. Ça se peut qu'ils l'opèrent. Mais j'avais toujours pas d'informations. Je sais pas. En fait, on attendait d'avoir plus d'infos. Ils vont pouvoir l'opérer ou pas l'opérer? On ne savait pas, on attendait. L'attente était interminable, mais interminable. Ça a duré des heures et des heures. On attendait. Quand tu es dans la chambre d'hôpital, sur le lit d'hôpital, parce que tu viens d'avoir une césarienne, en compagnie de... Mes beaux-parents étaient là, bien sûr. Mes parents, pas ma mère, mais mes sœurs, tout ça. Puis moi, je l'ai même pas pris dans mes bras. Il avait été transféré d'hôpital. Il était dans un autre hôpital. Mon conjoint est rentré dans la chambre. Et je le savais tout de suite, en voyant son visage. Il m'a dit, il est mort. Ça se pouvait pas, là. Ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas. Ma blessure est encore là. Ça a changé ma vie pour toujours. Puis, je ne me remettrai jamais à 100%, ça c'est sûr. Et puis là, mon combat a commencé. On a su des jours plus tard, je dis des jours plus tard, je sais pas. En tout cas, il y avait une hernie diaphragmatique.
son cas était trop sévère, donc même s'il aurait été opéré, il n'aurait pas survécu. Non. Je ne l'ai jamais revu. J'ai jamais revu mon fils, jamais. Tout ce que j'ai de souvenir, c'est le baiser sur sa tête. C'est juste le seul souvenir que j'ai, en fait. Parce que, oui, il y a peut-être ces petits cris, là, quand il essayait de respirer, que je l'entendais. Je l'entendais chercher son respire. Parce qu'en réalité, c'est parce que ses poumons se sont pas assez développés. Et puis là, il cherchait son souffle, il cherchait son respire. Il a vécu 4 heures. Les 4 plus longues heures de ma vie. Je dirais plus parce qu'on ne l'a pas su sur le coup, je pense. Ouais. Finalement, ma mère, elle a appelé le soir une de mes sœurs. Puis ma sœur, elle n'arrêtait pas de pleurer. Quand elle m'avait parlé, ma mère, à l'hôpital, quand moi j'étais à l'hôpital, elle savait qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Donc, c'est pour ça qu'elle a rappelé une de mes sœurs. Puis ma sœur, elle pleurait beaucoup, donc c'est sûr, elle l'a dit, le bébé, à Guylaine, il est mort. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Toutes les mères auraient fait la même chose, je pense. Elle a essayé de revenir le plus vite possible, mais c'est sûr que ça se fait pas comme ça, là. Donc, ça a pris, je sais pas, ça a pris une couple de jours, mais je me souviens quand je l'ai vu, ma mère, j'étais encore à l'hôpital. J'étais tellement heureuse de la voir. Elle m'a raconté plus tard que ça lui avait tellement fait mal parce que c'était le premier petit enfant sur mon côté, le premier petit enfant sur le côté de mon conjoint. Donc, c'était le premier de la famille. Tout le monde était tellement excité. Personne qui comprenait. Donc, elle m'a raconté, elle a demandé à son conjoint de l'amener au bout de l'île, le plus proche du Canada. Elle avait acheté des fleurs. Et puis, elle les a lancées à l'eau. Ça a été tout un choc. Tout un choc. Ouais. Dans ce temps-là, les césariennes, c'était une semaine à l'hôpital, comparativement à aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 3 jours aujourd'hui. Ça a tellement changé. De 1988 à 2021. Mais bon. Ouais. Mon combat a commencé parce que j'avais aucune idée comment gérer cette situation-là. J'avais pas d'outils. Tu sais, comment tu fais pour continuer?
Quand une partie de toi est morte, comment tu fais pour continuer? Ils m'ont vraiment donné beaucoup de médicaments parce que je dormais beaucoup. J'ai eu des visiteurs à l'hôpital. Il y a même une de mes amies qui venait avec un gros bouquet de fleurs parce qu'elle savait que j'accouchais cette journée-là. Puis en passant, on lui a dit, avant qu'elle arrive dans ma chambre, que mon bébé était mort. Elle n'avait pas de mots, elle ne savait pas quoi me dire. D'ailleurs, il n'y a personne qui sait quoi dire dans ces moments-là. Tu sais, il n'y a pas de mots. En fait, les gens, ils ne savent pas comment réagir, tu sais. Ça m'a beaucoup blessée, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai entendu toutes sortes de choses là, que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Puis toutes les personnes qui sont dans mon cas, ayant perdu un bébé, en fait, tu sais, je veux dire, en réalité, il faudrait éduquer les gens, puis c'est ce que je voulais faire. Je voulais écrire un petit livre pour éduquer la parenté, les amis, quoi dire, quoi faire. Puis honnêtement, la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est tout ce qu'on a besoin d'entendre. Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. C'est tout. Les personnes, ils ont juste à écouter. Il n'y a rien à dire, rien. Mon conjoint, il a eu la chance, en fait. Moi, je trouve que c'est une chance parce que j'aurais aimé ça, moi aussi, de le prendre dans ses bras. Il y a son père aussi, mon beau-père, du temps qui l'a pris dans ses bras. J'aurais tellement voulu le prendre dans mes bras pour lui dire comment je l'aime, je l'ai aimé, je l'aimerai toujours. Ouais. Ouais, mon histoire n'est pas finie. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'étais quand même, comment je pourrais dire, j'étais conditionnée à essayer de me changer les idées quand tout remontait dans ma tête, donc à essayer de penser à autre chose pour pouvoir passer à travers mes journées. Mais tu sais, quand je suis revenue dans mon appartement, là, je pense qu'il y a des personnes qui ont suggéré à mon conjoint de fermer la porte de la chambre du bébé. Mais tu sais, quand je suis rentrée, c'est sûr que j'ai vu la porte du bébé, la porte de la chambre. J'avais acheté une petite plaquette parce que mon fils se prénomme David. Donc, j'avais acheté une petite plaquette, puis elle était sur sa porte. Puis ma mère, elle m'avait suggéré de pas rentrer dans la chambre. Elle savait, je pense qu'elle savait que si je serais rentrée dans cette chambre-là, j'aurais possiblement tout détruit. Donc, elle m'a dit, quand tu vas être prête, rentre dans la chambre, mais
Sinon, laisse le temps aller. C'est sûr que j'ai essayé de reprendre ma vie en main. Le chemin a été très difficile. Mais là, tout ce que je voulais retomber enceinte. Je voulais retomber enceinte. Je voulais avoir un autre enfant. Pas pour le remplacer, bien sûr que non. C'est jamais aucun enfant remplace l'enfant que tu as perdu. Jamais. Mais mon désir d'enfanter était peut-être encore plus fort, tu sais. Puis, finalement, je suis retombée enceinte. 3 mois après, je suis retombée enceinte. Parce que dans ce temps-là, il disait, écoute, si tu as eu une césarienne, il faut au moins que tu attendes 3 mois. Donc, j'étais tellement contente. Mais ça a été une grossesse vraiment, comment je pourrais dire, anxieuse. J'étais hyper anxieuse. C'est sûr, après avoir vécu un traumatisme comme ça, tu sais, t'as de la misère à t'en remettre, mais je savais que j'étais pour... je savais que j'étais sur le bon chemin plus tard, de savoir que j'étais pour avoir un autre enfant. Je savais que j'étais pour m'en remettre. Alors, eh bien, mon fils Nicolas, il était aussi en siège. Alors, j'ai eu une césarienne prévue d'avance. J'ai pas accepté la version parce que je me disais, non, si David s'est retourné, il était bien dans cette position-là. Donc, mon autre fils, parce que lui aussi, on avait demandé le sexe. C'était un autre garçon. Je me disais, bon, il va se replacer. Comme... Ouais, en fait. Bon, je l'ai laissé tranquille. Dans le fond, c'est ça. Je l'ai laissé tranquille. Et puis, tout s'est bien passé. J'ai eu mes 2 échographies. Puis, en passant, c'est qu'il ne l'avait pas vu à David. Il avait pas vu cette anomalie-là, hernie diaphragmatique. Oui, alors, boy, oh boy. Mais c'est ça, j'ai eu 2 échographies normales, là, parce que, pour les médecins, eux autres, ils m'avaient dit, non, il n'y a pas de chance que tu vas en avoir un autre comme ça, là. Il n'y aura pas de problème pour les prochains bébés. Bon. Et moi, je les ai crus, hein. Je leur faisais totalement confiance, mais totalement confiance. J'ai eu Nicolas le 10 avril 1989. Ouais, il a 32 ans aujourd'hui. Mais oui, pour vous dire que ça a super bien été. J'ai eu une césarienne, ça a bien été. Je m'en suis remise rapidement parce que c'est sûr, là, quand tu sais là, que ton bébé est en santé et que tout va bien, tu guéris physiquement beaucoup plus rapidement. Oui. Et puis là, je voulais pas que Nicolas soit un fils unique. Non, moi je trouvais ça important qu'il ait un frère ou une sœur. Donc, je me suis dit, bon, OK, un autre sur le chemin. Alors, j'en ai parlé évidemment à mon conjoint parce qu'on a toujours une petite peur, une petite hantise, mais ça avait super bien été avec Nicolas, donc pas de problème. On a dit, bon, pourquoi pas pour un autre? Alors, c'est sûr qu'après 2 césariennes, ils disent, la 3e fois, ça va être encore une césarienne. Bon, en tout cas. Je suis retombée enceinte assez rapidement, aussitôt dit, aussitôt fait. Et puis, c'est sûr que j'avais espacé un petit peu, mais c'est ça. J'ai décidé de ne pas demander le sexe cette fois-ci parce que je voulais garder la surprise. Ouais. Et puis,
tout s'est bien passé, bon, à peu près comme Nicolas et comme David, dans le fond, parce que j'avais des grossesses normales, maux de cœur au début, après ça, ben, tu sais, tout allait bien. Alors, j'étais vraiment, vraiment contente. J'étais heureuse parce que c'est sûr que j'avais mes moments là, où est-ce que ça remontait, parce que c'est tellement difficile de perdre un enfant, mais Nicolas était là, puis je veux dire, il m'apportait tellement de joie, là, c'était extraordinaire. Alors, pour pouvoir lui donner la chance, en fait, d'avoir un frère ou une sœur, j'ai vraiment pris la bonne décision, et puis c'est ça, j'ai vraiment passé du bon temps, j'avais mon gros ventre. Puis Nicolas, il était tout petit, là, mais c'est pas grave. Je veux dire, je disais bébé, bébé. Il comprenait peut-être pas, là, mais parce qu'il était trop jeune. Mais bon, c'est pas grave. J'étais vraiment tellement heureuse et contente d'avoir un autre enfant, en fait. Et puis, bien, naturellement, une césarienne prévue d'avance. C'était prévu pour le 10 septembre 1990. Et oui, vous l'aurez compris, 88, 89, 90, troisième enfant. Alors, cette fois-ci, par contre, j'ai accouché à Anna-la-Berge, à Châteauguay, au Québec toujours, parce que on avait entre-temps déménagé, puis on était rendu dans une ville près de Châteauguay. Alors, c'était bien parce que c'était un hôpital qui était quand même neuf, des belles chambres, c'était parfait, des belles grandes chambres. Tu étais toute seule en fait dans ces chambres-là. C'était fantastique, vraiment, je ne pouvais pas demander mieux. Donc, le 10 septembre 90, je me suis rendue à l'hôpital. Même chose, ils m'ont préparé pour mon opération. Et puis, mon conjoint était toujours avec moi dans la salle d'opération, là, sauf avant. Mais tu sais, je me souviens de cette période-là parce que j'avais des épidurales, là, une épidurale. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ça pognait pas. Ça a pris du temps, tu sais. Puis là, il me tâtait les jambes. Est-ce que vous sentez? Oui. Il me passait de la glace. Est-ce que vous sentez? Je le sens toujours. Puis là, ça a été, je ne sais pas combien de temps, mais c'était tellement long. Puis là, même moi, tout ce que je voulais, là, c'est, je veux accoucher, là, parce que c'est quand même pénible. C'est une opération, dans la salle d'opération, et tout ça, c'est long. Donc, finalement, ils me disent, ouais, mais là, si ça prend pas dans les minutes qui suivent, on va devoir le refaire. Ah. Non. C'est difficile parce que, tu sais, t'as un gros ventre, là, puis là, ils te disent, bon, OK, assieds-toi sur le bord, là, puis penche-toi, là, complètement comme ça, t'as les jambes écartillées, la bédaine, puis là, ben, tu sais, c'est sûr, l'épidurale, c'est dans le dos, hein, c'est pas évident. Puis là, j'étais comme, oh non, pas une autre fois. Et puis finalement, à la dernière minute, j'étais gelée, complètement gelée. Ah, quel soulagement. Ouh. Bon, alors, l'opération commence. Et puis là, c'était une surprise. On n'avait pas demandé le sexe du bébé. J'avais tellement hâte de voir, tu sais. J'avais hâte. Et puis, ils font l'opération, tout ça. Là, mon bébé naît. Le médecin présente. C'est une petite fille. Ah ben. Ah, mon Dieu, une petite fille. J'étais tellement contente, joyeuse. J'étais euphorique. J'étais à, mon Dieu, 500% d'émotions qui explosaient. Là. J'étais tellement contente d'avoir une petite fille. Oh là là.
Ouais. Mais mon excitation est vite descendue. Et puis là, l'excitation est descendue là. Parce que elle pleurait pas. Puis là, je comprenais rien, là. Je comprenais pas, là, qu'est-ce qui se passait. Les médecins non plus, d'ailleurs. Il n'y a personne qui comprenait. J'étais abasourdie. Puis là, ils l'ont mis à côté. Puis j'entendais ses petits cris. Puis là, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Ils n'étaient pas capables de me répondre parce qu'eux autres même, ils ne savaient pas. Elle avait de la difficulté à respirer. J'entendais ses petits cris. Puis là, je revoyais exactement la même scène qu'avec mon premier fils, David. C'était exactement la même chose. Mais là, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Finalement, je pleurais tellement. Je pleurais parce que je comprenais rien, je comprenais pas. Et puis là, mon conjoint s'est levé de la salle d'opération, puis il est parti. Il m'a laissée là, toute seule. Finalement, ils m'ont transférée dans la salle de réveil. Et puis, merci maman, parce qu'elle était là. Ils l'ont fait rentrer. Parce que, tu sais, après la première fois, elle s'est dit, c'est pas vrai, là, je vais toujours être là à toutes mes filles, quand elles vont accoucher, je vais toujours être là. Et puis là, finalement, ils l'ont fait rentrer dans la salle de réveil. Ils l'ont fait rentrer. Habituellement, ils font jamais ça, mais là, j'étais au désespoir. Je savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Je comprenais rien. J'arrêtais pas de pleurer. Je me souviens que je disais « Oh maman, oh maman ». J'avais pas d'informations, j'avais rien. Ils m'ont rien dit. J'étais là à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, mais on avait zéro information. Je pleurais tellement. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils m'ont mis dans ma chambre. Puis ma mère était là, puis là, ben, je pleurais. Tout ce que je faisais, je pleurais. Puis ça a pris du temps, mais j'ai aucune notion du temps. Mais finalement, là, j'ai vu mon conjoint rentrer dans la chambre. Il est venu me voir. Je me souviens, il y avait plein de monde. Des infirmières. Je pense pas qu'il y avait de médecin. Il y avait plein d'infirmières. Je me souviens même pas. Et puis là, j'ai juste entendu « Votre petite fille est décédée. » J'ai tellement crié fort. J'ai crié en en fendre l'âme. Puis il y a une des infirmières, elle voulait pas déranger les autres mamans alentour. Elle a mis sa main sur ma bouche quand je criais parce que elle voulait comme un peu me taire, mais c'est une réaction qui... Je sais pas, c'était une réaction qu'elle avait parce qu'elle voulait tellement pas déranger les autres mamans.
je me suis fait arracher un fils. Et puis là, de se faire arracher ma petite fille. Finalement, j'ai su, par après, qu'elle avait une hernie diaphragmatique, elle aussi. Elle avait une hernie diaphragmatique. Tout le monde était abasourdi de cette nouvelle-là, les médecins, les infirmières, personne ne comprenait. Le groupe de gynécologues, ils ne comprenaient pas. Voyons, 2 dans la même famille, c'est jamais arrivé. Ouais. Vous savez, cette douleur-là, je vais toujours l'avoir. Jusque dans ma tombe. Ça a été un gros combat. Un gros combat. J'étais détruite. Complètement détruite. Ma tête elle était plus là. Pour essayer de comprendre. C'est le choc. Un choc total. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu des commentaires là, qui n'avaient pas d'allure. Aïe, aïe, aïe. C'est pas que les gens, ils veulent être méchants. Ils savent tellement pas quoi dire. Ils sont... je sais pas... c'est sûr que pour eux autres mêmes, ils voudraient pas vivre ça, là. Donc, c'est comme ils se détachent de ça, puis... tu sais, non, moi, ça me concerne pas. Donc là, ils vont dire des trucs comme... ben, tu sais, au moins, t'as Nicolas. Ben, au moins, tu l'as pas connu. Je veux dire... ben oui. C'est dur de faire... d'expliquer, si on veut, comment on se sent. Le fait que les gens me disent « tu l'as pas connu », ben non, je l'ai connu quand même. Je l'ai eu pendant 9 mois. C'est une partie de moi. Mes enfants ont fait partie de moi. Puis c'est un morceau qu'on a comme arraché. Donc, c'est une partie de moi qui est morte. Une partie de moi, cette partie-là ne reviendra jamais, 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 jamais. Je suis différente. Mon cas est différent. Ils disent 1 cas sur 5 millions de couples. Parce que finalement, on a vu un généticien par après, puis en tout cas, il nous a fait tout un tableau, là, puis honnêtement, il disait, on ne sait pas si c'est génétique. Je ne sais même pas en 2021 s'ils savent que c'est génétique. Aujourd'hui, tu sais, moi je me disais 20 ans après, ils vont sûrement trouver quelque chose, mais je suis pas certaine du tout qu'ils ont trouvé quelque chose sur l'hernie diaphragmatique. Ouais, donc je sais pas, c'était des statistiques. Le généticien avait connu 1 cas dans le monde, je pense.
Mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas toutes les informations. Fait que peut-être qu'il y en avait plus que ça, je ne sais pas. Mais je sais encore, ça veut dire que je sais aujourd'hui ça se peut que ça soit vrai, là, un couple sur 5 millions de couples. Là. Parce qu'honnêtement, dépendamment de la région, un bébé d'une hernie diaphragmatique, c'est un bébé sur 8000 qu'on m'avait dit à l'époque. Ça doit dépendre des époques. Si je regarde aujourd'hui sur Internet, ils peuvent dire un bébé sur 5000 bébés. Tu peux t'imaginer un bébé sur 5000 bébés? Puis là, ça arrive encore. Un bébé sur 5000 bébés. Tu sais, on n'a rien compris de tout ça, en tout cas. J'ai passé par toutes les phases d'un deuil, un double deuil, parce que j'ai accouché de ma fille en 90. Donc, j'avais pas fini le deuil, mon premier deuil, puis j'embarquais dans un autre deuil. Ouais, il fallait que je vive 2 deuils, puis j'avais Nicolas qui était tout petit. J'essayais de ne pas montrer mes sentiments parce que je voulais tellement pas qu'il soit affecté, mais je suis sûre qu'il a été parce que les êtres humains, on est très sensibles aux émotions, surtout de nos parents. Mais il était tout petit, peut-être qu'il s'en est sauvé parce qu'il était tellement jeune. Je voulais pas que Nicolas soit seul. Puis tu sais, quand j'ai accouché de ma fille Valérie, ouais, c'est le prénom qu'on lui avait donné, Valérie. Ça faisait la 3e césarienne que j'avais, puis apparemment, bon, j'ai su par après, ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est ce qu'on m'a expliqué. Parce qu'il aurait pu me perdre moi aussi. J'aurais pu mourir cette journée-là moi aussi. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Je voulais pas que Nicolas soit toute seule, fait que je voulais avoir un autre enfant. J'ai décidé avec mon conjoint, mais lui, il est pas. C'est sûr, là, il était parti de la salle d'opération parce que c'est sûr, là, quand tu vis exactement la même chose, la même situation, c'est trop. C'est trop. Je pense qu'il était allé se promener sur le bord de l'eau. C'est impossible de... C'est impossible de vivre ça, là. Impossible. En tout cas. Ouais, fait que finalement, c'est ça. Finalement, il était d'accord. Donc, je suis tombée enceinte. Rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis tombée enceinte d'un 4e enfant. Et cette fois-ci, j'ai été suivie par un spécialiste à Royal Victoria, à Montréal. Je pense que j'ai eu à peu près 30 échographies, honnêtement, là. Puis c'est sûr que j'avais une autre césarienne, c'était indéniable. Mais avant de tomber enceinte, je m'étais renseignée, j'avais été voir ce médecin-là à Montréal, à Royal Victoria, qui m'avait expliqué de A à Z, avant que je prenne une décision. Mais je sais pas, c'était comme de la survie, je sais pas. Je voulais avoir un autre enfant, mais je suis retombée enceinte. J'étais contente, mais traumatisée. Ouais, j'étais anxieuse. J'ai vu plein de psychologues, de psychiatres, travailleurs sociaux, j'ai vu plein de monde. Mais j'avais pas les bons outils. Il n'y a personne qui m'a donné les bons outils dans ce temps-là. Tu sais, je disais,
J'avais pas d'outils. Point. C'était ça. Donc, tout compte fait, j'ai passé ma grossesse avec beaucoup d'anxiété, mais j'ai été très suivie. Donc, j'étais comme personne à risque, si on veut. Et puis, j'ai encore toutes les photos de mes échographies. Vous voyez mon sourire, ça a bien été. Mon fils est né, ouais, en janvier 92. C'était un petit garçon, puis là, ben, j'ai demandé le sexe parce que honnêtement, moi, ça m'avait bouleversée. D'avoir les sentiments-là, tu sais, je savais pas le sexe, là, j'ai une petite fille, puis t'es complètement en extase, puis de redescendre, pouf, il y avait bien trop d'écart. Non, moi, je voulais plus revivre ça. Non, je voulais plus revivre ça. Fait que j'avais demandé le sexe, puis bon, c'était un petit garçon. Alors, Gabi est née en parfaite santé. Mais j'avais une équipe qui était là, dans une autre salle, juste à côté, qui attendait. Et puis, bon, évidemment, mon conjoint, non, il ne voulait pas être dans la salle d'opération. C'est ma mère qui était là avec moi, donc elle était assise juste à côté de moi. J'avais le rideau, donc on ne voyait rien. Mais elle était là avec moi et naturellement, le papa, il attendait dans le couloir. Et puis là, ben, mon fils est né, ils l'ont pris, puis ce qui urgeait, c'est qu'ils l'amènent dans la salle à côté où est-ce qu'il y avait beaucoup de spécialistes. C'est ça. Donc, ils l'ont pris, ils nous l'ont présenté, puis c'était drôle parce que ma mère, elle a eu un baptême parce que fils Gabi, il a fait pipi pendant qu'il nous le présentait, puis ça a tout coulé sur le bras à ma mère. Fait que ça a été comme un peu la joke, là. C'est ça. On a eu un petit baptême et puis quand ils sont venus nous donner la nouvelle qu'il était en parfaite santé, ah, quel soulagement. Oui. Beaucoup de montagnes russes, par contre, c'est beaucoup de montagnes russes. Ça a été un combat. En fait, mon combat n'était pas fini. Parce que le pire de ce combat-là, ça a été une couple d'années après. Tu sais, des fois, on vit des deuils, là, mais c'est pas sur le coup là, qu'on vit toutes les émotions, les événements et tout ça. Là. Ça peut prendre du temps. Ça a pris une couple d'années. Mais je me suis séparée du père de mes enfants. Puis là, ben, j'ai eu ma descente aux enfers. Ouais. J'ai fait une grosse dépression. J'ai tenté de me suicider. C'était trop pour moi, tout ça. C'était trop. Je venais pas à bout de combler ces manques-là. Je venais pas à bout. Pourtant, mes enfants, Nicolas et Gabi, mais merci à eux parce qu'en réalité, c'est eux qui m'ont sauvée. Ouais. Je les aime tellement. Je les aime tellement, mes enfants. Tous mes enfants. Cette douleur-là, de perdre un enfant, elle reste toujours présente. C'est très violent comme sentiment.
Elle a eu un courage exceptionnel, ma mère. Vous savez, on est 3 filles et puis elle a eu un courage incroyable durant toutes nos épreuves parce que chacune des filles, on a eu des épreuves. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je tenais à la raconter parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de mon histoire, même ma famille, parce que j'ai une super grande famille, donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé dans ma vie. Et je voulais aussi toucher les parents, les amis, la famille de ceux qui vivent un deuil de la perte d'un enfant. En fait, je voulais les toucher pour leur dire juste d'être là pour eux.